Eh bien, on aimerait bien aborder la thématique du monde virtuel, de la numérisation des choses inertes ou vivantes. Voilà ce qu'on voudrait aborder parce que c'est vraiment le soubassement de la nouvelle société qu'on veut nous proposer. Et ça résonne beaucoup avec tout ce qu'on a vécu ces 4 dernières années où en effet on a complètement quitté les réalités pour rentrer dans un monde complètement virtuel au cours de ce qui a été appelé la pandémie. Alors, on peut dire que dès la physique classique, il y avait l'obsession de tout déterminer. Il y a ce qu'on appelle le démon de Laplace, donc c'est un être omniscient qui est capable de prévoir le devenir du monde à chaque instant. Alors on pourrait prendre un exemple simple, imaginons une voiture qui se déplace sur une ligne droite avec une vitesse constante, 100 km à l'heure. Eh ben, on sait qu'en une demi-heure, elle a parcouru 50 km, dans 2 heures, elle a parcouru 200 km. Donc à partir du moment où on a les conditions initiales et la trajectoire imposée, on peut en déduire ce que sera le mouvement de cette voiture à l'infini. Alors, Lord Kelvin, qui fait partie des grands physico-chimistes du 19e, disait « Si l'on peut mesurer sa pensée et l'exprimer en chiffres, on sait très bien de quoi on parle. À défaut de pouvoir le faire, notre connaissance est maigre et insignifiante. » Donc, il y avait en arrière-plan cette volonté d'un déterminisme absolu. Mais à l'époque, on était encore très lié au réel. Alors, il y a eu bien sûr la révolution de la physique quantique et on est rentré dans ce que les philosophes appellent un monde nouménal, c'est un monde théorique où on n'est pas toujours en lien avec l'expérimentation. Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est la volonté de tout transformer en chiffres, en nombres, en code, ce qu'on pourrait appeler l'hyper-numérique. Qui entraîne l'hyper virtuel. Alors ça commence, d'ailleurs c'est intéressant, avec la médecine, où la médecine dite moderne a créé la notion de norme inférieure et de norme supérieure. Donc une personne en bonne santé, elle est dans la norme, en quelque sorte. Et puis avec la naissance des statistiques, on a essayé de voir qu'est-ce que c'était un citoyen qui était dans la norme, quoi, dans la valeur médiane. Et Georges Canguilhem a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le normal et le pathologique » où il définit la pathologie comme une allure de vie normée par des chiffres vitalement inférieurs. Donc on réduit tout à des chiffres et des nombres. Or l'individu standard, ça n'existe pas. Sinon on aurait un moule. Et on a l'impression quand on lit la révolution industrielle 4.0 de Klaus Schwab, que son rêve, c'est d'avoir un moule pour citoyen. C'est-à-dire on aurait un citoyen standard, le moule, qu'on pourrait reproduire à l'infini. Alors il est docile, il n'est pas trop dans l'affect, il est obéissant. En quelque sorte, on veut robotiser l'être humain. Et cette tendance qui commence avec la médecine, aboutit à ce que Michel Foucault appelle le biopouvoir, c'est-à-dire la politique essaye de guider la conduite de la science, alors qu'avant c'était la science qui donnait des orientations à la politique. Et cette volonté de tout numériser, on verra ça un petit peu plus tard, ça m'amène à penser que cette nouvelle société, son paramètre d'ordre caché, c'est la traçabilité, c'est le déterminisme absolu, il n'y a plus d'intimité, on est une variable traçable en permanence et on rentre dans le tout numérique. Alors effectivement, on a la e-liberté, la e-médecine, la e-politique, la e-science. Tout doit être normé, numérisé et nous amener à un monde qui n'est pas la réalité mais qui est le reflet de la réalité. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Philippe, on a été dirigé, les gens, je pense, se sont rendus compte ces dernières années qu'on a été dirigé beaucoup
on les a menés, en tout cas on a mené des politiques pour des raisons qui étaient toujours chiffrées. On a fait peur aux gens sur un nombre de morts quotidiens, sur voilà, les nouveaux cas qui sont arrivés, ça a toujours été sur des chiffres. Si on remonte un petit peu avant, comme tu viens de le faire, il y a une volonté du coup qui apparaît sur tous les pans de la société de tout compter, de réussir à tout mesurer et à tout compter. Ça concerne la médecine, mais ça ne concerne pas que la médecine. Et ça, c'est pour avoir du chiffre, et c'est pas nouveau. Même si on reprend les livres de Isaac Asimov, le fait de réussir à tout compter, tout numériser, avoir des chiffres partout, réussir à avoir des mesures sur tout ce qui existe, ça permet dans son histoire de pouvoir faire ce qui s'appelle de la psychohistoire. Harry Seldon. Voilà, réussir, c'est-à-dire avec une fois qu'on a réussi à tout compter, tout numériser, avoir mis dans des cases toute la société, on peut ensuite déduire l'avenir du passé grâce, c'est l'ancêtre de la série temporelle, c'est-à-dire voilà, s'il y avait tel chiffre à telle époque, voilà, et qu'on a les mêmes aujourd'hui, ça veut dire qu'on va aller dans telle direction. Et donc, pour avoir ces chiffres et pour tout mesurer, ça nécessite de tout mettre dans des cases. L'être humain et tout ce qui nous entoure, d'avoir des cases extrêmement bien définies, de façon à pouvoir tout compter. Et cette volonté de tout avoir dans des cases, on la voit sur différents pans, notamment sur la médecine, où la médecine, quand les gens sont malades, quand on a des humains en face de nous, il n'y a rien qui rentre dans des cases. Ce qui s'appelle le tableau clinique, c'est quelque chose d'extrêmement flou, on tousse, on a de la fièvre, etc. Et puis, en fonction du tableau clinique, les gens prennent, des médecins, des soignants, prennent la décision d'affecter tel ou tel nom de maladie à un tableau clinique. Et si vous regardez beaucoup de maladies qui existent, les maladies respiratoires, si on veut parler du Covid-19, vous pouvez constater que les tableaux cliniques qui sont parfaitement flous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas distinguables réellement les uns des autres, et qu'il y a une interprétation humaine qui arrive derrière pour dire c'est tel ou tel truc. Mais du coup, ce n'est pas de la science, ça, vu qu'on n'est pas capable de faire de la science avec ça. C'est pour ça qu'on dit que la médecine, c'est un art. On ne peut pas distinguer réellement les différentes maladies les unes des autres. C'est une décision humaine en fonction de tableaux cliniques qui se chevauchent toutes les unes les autres. Bon, mais voilà, on dit ça comme ça, ce qui fait que les médecins, d'ailleurs, dans les hôpitaux, ne sont pas contents du tout de devoir mettre des patients dans des cases en disant, voilà, c'est telle maladie, parce que ça ne marche jamais. Ils se plaignent des codex qui existent en nom de maladie. Mais ça leur est nécessaire et ça leur est imposé comme façon de penser, puisque c'est la seule manière d'industrialiser le processus médical. Donc ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, surtout ce qui régit la société, c'est de mettre toute la société dans des cases qui soient déterminées, le I quelque chose, I-médecine. Le fait de pouvoir numériser quelque chose, avant de pouvoir le numériser, il faut pouvoir tout mettre correctement dans des cases de façon à enregistrer chaque chose dans des cases. Et on ne doit pas pouvoir laisser un flou artistique à décrire le monde qui nous entoure. Il doit être, chaque chose qui existe doit être dans sa petite case et on pouvoir définir que c'est dans la bonne case. C'est le cas pour les maladies, c'est le cas de beaucoup d'autres choses en économie aussi. Et une fois qu'on a des cases, on peut commencer à quantifier, mesurer, dire c'est combien dans cette case, et on peut dire ce que tu as dit pour la maladie ou d'autres choses, est-ce que c'est bien dans la norme ou pas. Si c'est dans la norme, si tout le monde est pareil, ou s'il n'y a que quelques différences, on peut industrialiser les processus. Pour la médecine, une fois qu'on a dit, vous allez dire que tel truc c'est forcément telle maladie, on va pouvoir industrialiser le processus médical en disant, ça c'est telle maladie, donc c'est tel médicament, tel protocole, tel traitement, et ça se fait de manière automatisée. Et la société tend, et la société rêvée du World Economic Forum et d'autres, c'est une société qu'on peut entièrement numériser, qu'on peut entièrement piloter de manière algorithmique, robotique, Il y a telle chose qui arrive, c'est dans telle case, et donc c'est telle réaction, et c'est comme ça que ça fonctionne de manière absolument régulée, ce qui donne une certaine idée de la liberté qui reste dans une telle société. Après la Révolution, William Blake, qui était un poète graveur anglais, a eu cette prémonition. Il a dit « Dieu nous protège du sommeil de Newton et de la pensée unique ». Il avait compris que la science, parce qu'elle a cette capacité de quantifier, la calculabilité de la discipline scientifique, allait prendre le pouvoir sur les humanités.
Alors quand on dit que ça va tout se numériser, là, il faudra qu'on soit chiffré. Donc par exemple, on aura un e-bonheur, un bonheur chiffré avec une graduation, on aura une e-liberté. Donc il y aura une norme qui sera imposée par la société et on regardera si on est proche, éloigné, très éloigné de cette norme. Et donc en fonction de la proxémie ou l'homologie, si on a une courbe, eh ben, on sera considéré comme un citoyen dissident avec des mauvaises notes en termes de crédit social ou au contraire un bon citoyen. Donc c'est la volonté de transformer la société en algorithme. Et déjà, Martin Heidegger s'était méfié de ça parce qu'il disait la pensée calculable a remplacé la pensée méditante. Donc, c'est vraiment le rêve des cybernéticiens qui se met en place d'avoir absolument tout quantifié, que ce soit du vivant ou de l'inerte. Et donc, l'individu n'existe plus, c'est une variable numérique qui rentre dans un algorithme et qui l'amène à être en accord ou en désaccord avec le gouvernement. Le problème, c'est la norme qui crée la norme. Quand on dit c'est un bon citoyen, c'est par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que dans l'Allemagne nazie, un bon citoyen, c'était un citoyen qui était en accord parfait avec le régime nazi ou qui avait un principe de résistance et qui s'éloignait? Ça pose ce problème. Et le problème s'est posé en théologie parce que la norme en théologie catholique ou chrétienne, c'était la perfection du divin. Donc Dieu était la mesure de toutes les grandeurs du monde réel et on était plus ou moins éloignés. Mais là, la norme, ça sera un petit groupe d'individus qui va décider ce que sera la norme et on décidera d'un bonheur numérique, d'une liberté numérique. D'ailleurs, ça commence à arriver parce que ce qu'on appelle pompeusement la kinésphère, les villes 15 minutes, on ne pourra pas aller au-delà de 15 minutes, on ne sait pas si c'est en voiture, à pied. Et au-delà de ça, il y a une espèce de ligne qui rend impossible d'aller plus loin. Donc j'appelle ça la quantophrènie, la recherche frénétique de la quantité. Et je pense que l'être humain, on ne peut pas le réduire à des variables numériques. C'est pour ça que, Pierre, tu l'as rappelé, la médecine est un art. Chaque individu a une spécificité. On a des gens qui vont avoir tel gramme par litre d'hémoglobine et ils vivent très bien, d'autres en auront plus. Est-ce qu'il y a vraiment une norme? Non. Je veux dire, il y a une valeur moyenne, mais est-ce que pour autant chaque individu est dans la valeur moyenne? Oui, j'ai un ami qui m'a raconté une histoire fabuleuse d'un médecin qui était un peu dépité puisqu'il avait un patient qui avait ses constantes qui n'étaient pas dans la norme et donc il avait soigné en lui remettant toutes ses constantes dans la norme. Bon, le patient est mort, mais quand même, il est mort guéri, quoi. Oui, c'est ça. Bon, tu as rappelé, je pense, quelque chose de fondamental au moment de Newton, c'est-à-dire l'introduction des mathématiques dans des événements physiques et l'avènement des sciences expérimentales où il y a des équations qui sont mises à fonctionner, mais où il y a un manque de compréhension et je pense qu'il y a probablement un défaut d'enseignement à ce sujet. C'est pas la nature qui respecte des formules mathématiques. On peut faire des sciences expérimentales où on répète l'expérience et on voit bien que la pomme tombe quand on la laisse tomber. On peut même calculer sa vitesse et voir que où qu'on se mette, elle va tomber à la même vitesse. Et derrière, on peut tenter de faire une équation pour pour calculer la vitesse de la pomme et puis tenter de la recalculer ailleurs et puis ensuite le faire avec d'autres objets. Et puis remarquer que voilà, il y a des équations qui fonctionnent pour faire ça. Et du coup, ça, c'est de la science expérimentale et on peut vérifier que nos équations, finalement, ne sont pas trop mauvaises et correspondent à l'expérience. Mais il y a d'autres sciences ou pseudosciences qui se sont mises en place derrière en étant persuadées qu'elles allaient réussir la même prouesse que l'a fait la physique expérimentale, notamment l'économie, en considérant, en imaginant des lois économiques, et je dis bien en imaginant que voilà, il y avait des grands principes économiques et qu'une fois qu'on allait déterminer ces grands principes, on pourrait trouver les équations qui allaient nous prédire l'avenir économique et encore mieux, le bonheur économique, puisque une fois qu'on aurait compris les équations, il suffirait d'appliquer les bonnes méthodes pour nous amener au bonheur économique. Voilà, c'est une catastrophe depuis 200 ans où on essaye de faire du bonheur économique à partir d'équations. C'est vraiment, ça ne marche pas du tout. Non. Et puis, on découvre la même chose. C'était plutôt ça qui m'intéressait il y a quelques années. Et il se trouve que je découvre la même chose dans la médecine.
C'est-à-dire où, en effet, au sein de l'art médical est arrivée la norme avec des mesures de constante chez les gens, tenter de les rapatrier parce que l'être humain serait une espèce de norme où on devrait tous être au même niveau, et les gens qui s'en écartent, c'est qu'ils sont malades. Et puis on règle la totalité de la médecine sur ce côté numérique, à dire qu'il y a des espèces d'équations qui nous régissent, qui sont pour tous les mêmes, quoi, et qu'on va régler tout ça. Et ça marche aussi mal qu'en économie, ce qui la met à peu près au même niveau. C'est tout à fait exact. Les premiers, Vilfredo Pareto, Walras, etc., étaient fascinés par le système newtonien. Ils ont voulu faire une sorte de mécanique économique, quoi. Et ça n'a pas marché. On voit bien que ça ne marche pas non plus en sociologie, ça ne marche pas en médecine. Et si on revient à la base, le premier qui a compris que la nature était écrite en langage mathématique, c'est Galilée. Il disait le livre de la nature est écrit en langage mathématique, ses lettres sont faites de cercles, triangles et autres figures sans lesquelles on ne pourrait rien comprendre et sans lesquelles on serait dans un labyrinthe obscur. Mais le problème, est-ce que la nature est intrinsèquement mathématique ou, comme pensait Richard Feynman, c'est le langage au mieux que l'homme a trouvé pour dialoguer, ce qui veut dire que on est toujours dans ce dialogue entre des mathématiciens comme Alain Cohn qui sont plutôt platoniciens et qui pensent que le langage de la nature est mathématique et donc on essaye de le comprendre, et d'autres qui disent bah non, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Mais ce qu'on constate, c'est que si ça marche bien en mécanique céleste, en économie, ça a été une catastrophe. Hein. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on est en période de prospérité, la cupidité, l'appât du gain fait qu'on accélère. Et puis après, on va décélérer. Il n'y a jamais d'équilibre de marché. On voit bien que c'est un pendule qui oscille entre crise, retour à la consommation et activité économique plus prospère, et ça ne fait qu'osciller. Donc Gilles Châtelet disait comment se fait-il que la mathématique, qui est à la fois dans les sciences la reine et la bonne à tout faire, s'adapte d'une si admirable manière à cette cuisinière malpropre et si performante qu'est la physique. C'est un peu un mystère. Mais je trouve que il y a une volonté d'envahir des disciplines qui jusqu'à présent avaient été réfractaires à toute mathématisation. Je pense en particulier à la philosophie. Ça aurait fait rire les grands philosophes d'avoir un bonheur chiffré, une liberté chiffrée, etc., etc. Mais ce qui sous-tend le rêve de quelques milliardaires sociopathes, c'est d'avoir un algorithme où chacun serait à l'intérieur de cet algorithme une variable numérique. Et donc, grâce à l'ordinateur, on peut créer un deuxième monde à côté du premier. Et cette remarque, Nietzsche l'avait compris, il disait « Qu'est-ce que la vérité ?» Si tenait une troupe mobile de métaphores qui, après un long usage, sont tenues par un peuple pour solide, canonique et fiable. Les vérités sont des illusions dont nous avons oublié quelles sont-elles. Donc le langage crée déjà, par l'empire des mots, un deuxième monde. Et il y en a un troisième qui est le monde numérique et le monde virtuel. Donc on n'est plus dans la réalité, on est dans un reflet de la réalité. Tu l'as rappelé dans plusieurs conférences. On n'est plus malade au sens où on l'entendait autrefois avec des signes cliniques observés par un professionnel de la santé. Tout simplement, on est malade parce qu'on est positif à un test. On n'est pas malade quand on est négatif à un test. On a été jusqu'à envisager que même quelqu'un qui n'a pas de signes cliniques, bah, c'est un malade asymptomatique, un malade qui s'ignore. Et on rejoint Knock qui disait « tout bien portant est un malade qui s'ignore ». Oui, sur les deux aspects, si on revient sur la partie économie, on oublie, hein, mais avant de lancer des théorèmes économiques et des équations, on pose des hypothèses. Et une des premières hypothèses qui sont posées en économie, c'est que l'être humain est ce qu'on appelle l'homo economicus, c'est-à-dire qu'il réfléchit comme un robot, et que si on lui met, s'il a deux objets et qu'il y en a un qui vaut plus que l'autre, globalement, il se jette sur celui qui vaut plus cher. Voilà, et qu'il est prime sautier, enfin qu'il a tous les défauts du monde en termes de cupidité,
Et notamment, quand on essaye d'appliquer cette théorie économique à la réalité, on voit que ça ne marche pas. Non. Puisque voilà, l'homme ne se comporte pas comme un espèce de robot qui envisagerait chaque objet qui l'entoure comme ayant une certaine valeur et se jetterait sur ce qui vaut plus cher. Enfin, c'est comme ça que réduit les hommes à l'économie. Ah oui, tout à fait. Mais pour la médecine, c'est pareil ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une époque, et je pense que la partie de la crise Covid-19 nous a fait parfaitement rentrer dedans, c'est qu'on a quitté on ne se préoccupe plus de la réalité. La réalité, notamment chez les malades, étant, voilà, est-ce que j'ai des symptômes, est-ce que je me sens mal? Et on les a rentrés dans un monde parfaitement virtuel où on leur met un écouvillon dans le nez, de manière très désagréable au demeurant, et qui va sortir positif ou négatif, et que c'est ça qui va décider de ce qu'on va appeler maladie ou pas, avec en plus derrière des traitements, enfin, ou pas d'ailleurs. Et ça, c'est un abandon total du principe de réalité qui est juste le fait d'être malade, qui pourtant est un concept qui n'est pas dur à comprendre, ou même un petit enfant comprend quand on lui dit qu'il est malade ou qu'il est en parfaite santé. Et donc on est rentré dans une société qui est capable, voilà, d'abandonner, et c'est vraiment été extrêmement puissant, je trouve, le fait de réussir à faire abandonner à toute une population tout rapport à la réalité, et puis voilà, à la faire rentrer dans un monde entièrement virtuel, binaire, 1 ou 0, test négatif, je suis en parfaite santé, alors même si je suis au bord de la mort et que je vais très mal, je suis en parfaite santé, le test l'a dit, le médecin l'a dit. Et en revanche, voilà, si je vais parfaitement bien, voilà, il y a des types en scaphandre qui vont me mettre autour de moi, qui vont m'isoler parce que je deviens un danger public, et tout le monde a accepté ça. Et ça, c'est assez fabuleux. C'est une société binaire, complotiste, non complotiste, en règle avec la société, pas en règle, vacciné, pas vacciné, passe vaccinal, pas vaccinal. Et donc, on habitue les citoyens à rentrer dans une vision un peu binaire, ce qui est assez curieux parce qu'on nous parle de mécanique quantique et d'un autre côté, on est plutôt dirigé selon les lois de la physique classique. Mais ça fait un certain nombre d'années, je me souviens d'un conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, Lionel Solly, qui disait « Ce qui compte n'est pas le réel, mais le rapport à la réalité ». Et donc, ce qu'on a découvert, c'est que la politique n'est pas basée sur des faits réels, mais un storytelling, enfin un scénario qui est fait, auquel on adhère plus ou moins, et on adhère d'autant plus qu'on a peur. Donc à ce moment-là, par la peur, on arrive à amener les gens dans cette direction. Mais c'est vrai que l'homo economicus, c'est un peu un arc réflexe à la Pavlov, quoi. Il voit une pièce, hop, il saute dessus. Voilà. C'est une espèce d'être irréel, mais ça en dit long sur la façon dont les économistes voient l'être humain. Mais cette notion de citoyen standard fabriqué dans un moule, on avait l'homo soviéticus, ces expressions créées par Zinoviev, un dissident soviétique, où c'était un homme, un surhomme débarrassé de toutes les croyances capitalistes. On a eu aussi l'Arien, qui était un super-homme. Alors là, c'était au nom de l'ethnie génomique qu'il représentait. Et on a eu comme ça plein de moules de fabrication d'un citoyen. C'est du Fordisme politique. D'ailleurs, c'est intéressant, Ford, il avait promis à ses employés pour chacun une Ford T, à condition qu'elle soit de la même forme et de la même couleur. C'est-à-dire que dès qu'il fallait changer la couleur, ça prenait du temps. Donc c'était vraiment l'uniformisation. Et donc le rêve, c'est d'avoir des citoyens uniformes. N'oublions pas que les théoriciens du nazisme ont pris comme référence la ruche d'abeilles ou les insectes sociaux, fourmilières ou termitières, en particulier Vacher de la Pouge et le comte Gobineau. Et donc c'est des structures pyramidales avec au sommet quelques individus et la base soumise à ces sommets. Il y a même une loi qu'on appelle la loi d'airain de l'oligarchie qui consiste à considérer qu'il faut une toute petite poignée d'individus bien éduqués voilà, pour contrôler 99% de la population. C'était la théorie des physiocrates juste avant la Révolution française, théorie qui d'ailleurs ne s'est pas arrêtée derrière. C'est ce qu'on appelle aussi, comment est-ce qu'on appelle ça, un totalitarisme éclairé. C'est ça. Voilà,
des gens supérieurement intelligents, qui sont au programme d'ailleurs souvent supérieurement intelligents, puisque ceux qui veulent ce bonheur-là, souvent ils se placent en haut, plutôt qu'en bas, et qui dirigent la société en pensant que qu'ils vont apporter le bonheur autour d'eux. Il n'y a pas grand-chose de nouveau dans tout ça. Si on revient sur ce qui s'est passé ces dernières années, tu as parlé de la peur notamment, et on a eu une peur qui a été instillée de manière extrêmement massive, et elle était instillée par des chiffres. Et ça, encore une fois, dans la négation de la réalité, c'est intéressant parce qu'on a montré des images à la télé, il n'y en avait pas tant que ça, mais il y en avait un petit peu, mais surtout beaucoup de chiffres, le nombre de morts qu'il y avait tous les soirs, etc., sans que personne, c'est-à-dire aucun Français à aucun moment, n'a pu constater ça dans sa propre expérience. Donc il y a des gens qui se sont un peu rebellés et qui au bout d'un moment ont cessé d'adhérer à la peur. Il y en a qui n'ont pas adhéré du tout. Mais il y en a qui ont cru au départ, se sont confinés, mais ont assez vite découvert qu'il ne se passait rien autour d'eux, et du coup qui ont commencé à ne pas être contents, et qui ont été assez mal vus par les autres, puisque vu qu'on leur donnait des chiffres et qu'on disait qu'il se passait quelque chose de grave, c'était vrai. Et donc là, la négation de la réalité, elle est arrivée avec la peur dès le début, avec la mise en scène ou la promotion d'une situation qu'aucune personne ne pouvait constater, mais y croyait quand même. Et ça, c'est assez fort, la possibilité de raconter un narratif qui soit anxiogène, mais de convaincre tout le monde qu'il y a une épidémie mortelle qui arrive, mais asymptomatique déjà. Oui, ça montre que notre société est basée sur la confiance aux institutions. Je me souviens, Jérôme Salomon qui annonçait chaque soir les morts, ou tous ces médecins de plateau qui venaient nous dire des choses qui étaient contraires à ce qu'on pouvait constater dans l'expérience. Et donc, c'est pour ça qu'on est rentré dans quelque chose où c'est un peu une rupture vis-à-vis du réel, au profit d'une espèce de narratif consensuel. D'ailleurs, on voit bien, ce qui est ressorti, c'est le fameux consensus. On est dans le consensus, on n'est pas dans le consensus. Or, en science, quand il y a un consensus, c'est que la discipline, elle est un peu en panne. La science est faite de controverses, de polémiques, et c'est son moteur, comme pour les marxistes, la lutte des classes était le moteur de l'histoire. Et le consensus n'est jamais définitif. Il est transitoire, et puis à un moment donné, il y a toujours des gens qui voient des contradictions. Et donc à ce moment-là, on s'écarte du consensus, et puis à un moment donné, ça bascule. C'est ce que les philosophes des sciences appellent, notamment Gaston Bachar, un changement de paradigme. Et alors, c'est plus du tout scientifique, puisqu'il y a un philosophe des sciences qui s'appelle Karl Popper, qui a créé un critère de scientificité qui est la réfutabilité ou la falsifiabilité. Une science a une dimension réellement scientifique quand elle peut dire ça se passe dans telle condition, ça se passe pas. Si ça marche toujours, c'est de la magie. Donc on voyait bien que là, on n'avait pas du tout cette vision scientifique. La vaccination marchait toujours, même s'il y avait des effets secondaires, ça marchait, etc. Et c'est assez amusant de voir que finalement, la médecine allopathique, elle définit un bon médicament à partir du moment où il a des effets secondaires. Oui. Et donc, la question s'est posée par un homéopathe, le fondateur de l'homéopathie, en disant peut-être qu'on est à côté de la cause, c'est pour ça qu'on a des effets secondaires. Si vous regardez la définition dans un dictionnaire médical de la médecine allopathique, c'est une médecine qui propose des remèdes dont les effets sont contraires à ceux provoqués par la maladie. Les effets dits secondaires. Donc, en supposant qu'un médicament n'ait aucun effet, ça serait un mauvais médicament, voilà, ou de la pâte à médecine. Oui, mais d'ailleurs, c'est même en termes de virtualisation, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens de constater une amélioration de leur situation vis-à-vis du médicament, on leur demande de constater qu'ils sont malades de manière différente pour être sûr que ça marche. Et ça, c'est assez intéressant. Dans la crise qu'on a vécue, l'aspect virtuel, il ne s'est pas arrêté là. Donc là, on a parlé des chiffres. Il y a aussi dans les hôpitaux, c'est-à-dire qu'on avait quand même des images, un narratif d'hôpitaux pleins, alors qu'ils étaient à moitié vides. Oui, tout à fait. Maintenant qu'on a les chiffres et qu'on sait ce qui s'est passé réellement en 2020, on avait un lit sur deux qui était vide, donc c'est-à-dire des soignants qui, dans la plupart des hôpitaux, se sont fait chier comme des rats morts, mais où on a lancé des applaudissements à 20 heures.
Moi, j'ai des témoignages de chefs de service qui recevaient des infirmières en pleurs à cette époque-là, qui disaient mais c'est pas possible, je peux pas me faire applaudir à 20 heures tous les soirs par des gens alors que nos lits sont vides et qu'en plus on enferme parce qu'ils fermaient des lits au passage vu qu'en plus il n'y avait personne dedans. Enfin, donc voilà, il y a des gens qui sont trouvés en dissonance et d'autres qui sont rentrés à fond dans le narratif. J'ai aussi d'autres exemples de soignants qui, durs comme fer maintenant, disent que non, c'était une période terrible où ils étaient pleins. Alors qu'à l'époque, j'ai des traces du fait qu'ils me disaient qu'ils se faisaient chier et que c'était vide. Mais voilà, une fois rentré dans le narratif, il devient beaucoup plus commode d'accepter la virtualisation, c'est-à-dire de se dire qu'il s'est passé quelque chose de grave, quitte à nier sa propre expérience, même si quand il la vivait, il l'admettait, mais ils vont la nier plus tard. Oui, parce qu'on est rentré, il faut être dans le consensus, il faut être dans la norme, et c'est ça qui a amené les gens, parce que je pense qu'il y a une peur d'être en porte-à-faux avec la société. On sait que dans les sociétés dites traditionnelles, être exclu de la société, c'est l'une des pires épreuves qu'on puisse subir. Donc il y a eu beaucoup de gens qui avaient peur d'être exclus. Enfin, pour revenir, ça me fait penser à une... alors déjà, j'ai un ami médecin, il est parti à Strasbourg, il m'a dit j'ai pu écrire 4 articles. Il était parti avec les vitamines, pensant qu'il allait travailler 24 heures sur 24. Pas du tout, il a écrit 4 articles. Et puis il y a une élève qui me disait que son compagnon, il a été voir un médecin et il n'avait pas de signe extérieur de Covid. Il était un peu fatigué, elle le regarde, elle a dit « Vous avez le Covid ?» Alors il dit « Comment vous le savez ?»« À l'odeur. » On n'arrive pas à faire les bonnes équations, le plus simple. C'est d'adapter l'être humain à l'équation. Oui. Ben, on peut se poser la question, pourquoi tout ça? Et en fin de compte, si on revient à l'économie, autrefois il y avait ce qu'on appelle l'équation de Cobb-Douglas, qui dit que finalement la prospérité économique dépend du capital, de l'entrepreneur, de l'innovation technique et de la masse salariale. Mais avec l'arrivée des robots, ben, on n'a plus vraiment besoin de la masse salariale. Donc Yuval Noah Harari nous a prévenu, les inutiles, il faudra les mettre dans le métaverse, dans la drogue, ou carrément les faire disparaître. Et donc c'est peut-être ça que les gens ont du mal à saisir, c'est qu'il y a un changement de conception de l'économie. Les robots, bah, c'est génial, parce qu'un robot, il n'y a pas besoin de lui donner un week-end, il n'y a pas de congé maternité, il travaille 24 heures sur 24, il n'a pas besoin de retraite. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette masse ? C'est ça l'enjeu. Donc effectivement, on rentre dans quelque chose qui est intéressant, puisque, comme tu disais, tu peux le dire, les équations ne fonctionnent pas. Les équations économiques ne fonctionnent absolument pas quand on essaye de les appliquer à des humains normaux, puisqu'en fait on a besoin que ce soit d'avoir l'homo economicus de façon à ce que l'équation fonctionne. Donc voilà, plutôt que de chercher des équations beaucoup plus complexes qu'on ne sait pas faire, le mieux c'est que l'humain finisse par être l'homo economicus dont on a besoin dans l'équation pour qu'elle s'avère vraie. Et donc en effet, il y a remplacé par des robots, mais il y a des étapes intermédiaires. Une fois que les gens acceptent la totalité du narratif qu'on leur impose, ont des bips partout sur eux, sont numériques et qu'on peut les suivre à distance ou leur demander, les influencer pour faire telle ou telle action, ils deviennent des homo economicus. Exactement. Ils deviennent, voilà, on cherchait une échelle de bonheur, bah, ils auront une échelle de bonheur à la TripAdvisor, là, avec un 4 étoiles au plus, ils pourront la discerner à d'autres, comme certaines dystopies. Ils pourront dénoncer ceux qui sont en flagrant délit de dissidence de bonheur. Voilà, ils seront déclarés malades quand ça sonnera jaune ou rouge sur leur beeper, on les isolera à ce moment-là, comme ça a fait. En termes de virtualité, hein, tu en as parlé, mais le coût du vaccin, c'est assez fabuleux. Puisque très peu de vaccinés le savent, mais aucun laboratoire pharmaceutique n'a jamais promis que leur vaccin protégeait d'être malade. Hein. Les études Pfizer-Moderna ne disent pas on vous protège contre la maladie. Ils disent on vous protège contre le fait d'avoir un test positif. Ce qui est une virtualité, mais qui est totale. C'est-à-dire qu'on s'en fout même du concept d'être malade, vous êtes protégé contre le test. Au passage, du coup, on passe en virtualité aussi totale quand on met en place le pass sanitaire, où les gens on a le droit de rentrer dans un restaurant à condition de biper en montrant qu'ils sont vaccinés, qu'ils l'aient fait pour de vrai ou pas d'ailleurs, on s'en fout. Le but c'est juste d'être dans le moule de la société, dans les règles, d'avoir obéi et en bip. Et il n'y a rien de virtuel là-dedans. Il n'y a rien de concret là-dedans. D'ailleurs, on a eu des vaccins qui marchaient parfaitement, puisque quand on était vacciné, on n'était pas obligé de se tester.
Et donc, on n'avait pas de test positif. Donc, voilà, on était protégé du test positif grâce au pass sanitaire, alors que quand on n'était pas vacciné, on devait se tester et on avait des tests positifs. Ce qui prouvait que le vaccin marchait, ça donnait des statistiques absolument parfaites. Et ça, c'est vraiment il n'y a aucun pied dans la réalité de la maladie, de la science, de la protection là-dedans. On est vraiment dans un bip parfaitement virtuel, et je le montre dans mon bouquin. On aurait remplacé le test par un jet de dés. Voilà, le Covid, c'est quand je jette un dé, j'ai un 1, c'est que j'ai le Covid. Ça aurait été pareil. Pareil, et puis si j'ai vacciné, je me mets une petite patte de lapin autour du cou, et je suis pas obligé de lancer le dé quand je rentre au resto. Alors, il y en a qui lancent le dé tout le temps quand même, parce qu'ils veulent savoir quand même s'ils sont pas malades. Le nombre de on croise des personnes qui nous disent moi j'ai fait 7 vaccins et j'ai eu 5 fois le Covid. Voilà, ce à quoi je réponds, là vous devez être super bien protégé maintenant. Enfin, la prochaine c'est la bonne quoi. Mais voilà, il y a vraiment une dimension parfaitement virtuelle et où le fait d'avoir cette acceptation-là, qui n'a duré qu'un temps quand même, mais cette acceptation, ça fait rentrer les gens dans le modèle de l'homo economicus, c'est-à-dire de faire rentrer les gens dans un système où on peut contrôler la totalité de leurs actions, où on leur donne des autorisations que l'on souhaite. Vous obéissez à tel truc si vous voulez pouvoir rentrer dans telle ou telle pièce, ce qui est un peu le principe du crédit social. Oui, c'est ça. Mais voilà, si vous voulez avoir accès à tel ou tel truc, et donc finalement, on robotise l'être humain finalement, lui donnant des ordres, des capacités de rentrer dans tel ou tel endroit, et voilà, on s'approche, avant de les remplacer par des robots, on en fait des robots. On en fait des robots. D'ailleurs, tu as cité Isaac Asimov. Il avait son rival Philippe K. Dick, et donc pour Isaac Asimov, on allait hisser le robot au rang d'humain, et Philippe K. Dick disait on allait être abaissé au rang de robot. Et donc il y a eu une polémique entre les deux, et finalement, si on regarde un petit peu l'idéologie des forces financières, c'est plutôt du côté de K. Dick qui vont. Mais il y a au moins une chose qu'on peut le reconnaître, c'est la cohérence. Si effectivement on est malade sur un test, oui. Du coup ça marche. Oui. Du coup ça marche, ils sont cohérents quoi. Oui, c'est ça. Mais ce qui a permis de créer l'illusion, d'ailleurs l'illusion a tenu en France de l'efficacité du vaccin. D'ailleurs c'est assez fou parce que on avait quand même sur le plateau de télé des gens, des médecins qui disaient attention, ça protège de la maladie ou des formes graves. Il n'y a pas la moindre étude qui prouve ça, mais ils en faisaient toujours la promotion. C'est quand même très drôle d'en être là. C'est-à-dire d'inventer des propriétés du vaccin qui n'existent pas, mais qu'on a le droit de promouvoir à la télé. Mais bref. Mais l'efficacité vaccinale, du coup, quand on regarde les courbes, c'est rigolo, c'est sur le site de Rosier là, qui s'appelle VaccinPact. C'est le jour même de la fin du pass sanitaire, le vaccin est plus efficace. Voilà, dans le nombre d'escroqueries qu'il y a, celle-là, elle est quand même assez fabuleuse. Voilà, c'est le jour même. La veille, c'est efficace, et puis le lendemain, ça l'est plus, quoi. Et donc voilà, il y a une espèce de retour à la réalité qui se fait à ce moment-là pour une certaine partie de la population, parce qu'on voit bien que les triples doses continuent à se tester quand même. Bien sûr. Pour une partie, mais une grosse partie quand même. Oui, ils sont parvenus. mais voilà, il y a un petit retour à la réalité de certaines personnes quand les règles. Il y a une espèce de, comment dirais-je, de superstition en se disant finalement avec un vaccin je suis protégé. Donc il y a une notion de protection. Mais ça fait penser à une histoire, deux amis se rencontrent. Et il y en a un qui a un collier avec des dents d'ours. Alors l'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu as autour du cou? Il dit, des dents d'ours, mais ça sert à quoi? Ça sert à faire fuir les ours. Et il lui dit, mais ça marche bien? Oui, regarde à Paris. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Je suis triplement, ça marche bien. Oui, regarde, je suis pas tombé malade dans une forme grave. Oui, donc on a quitté la rationalité. On est dans une forme d'irrationalité, voire de magie. Et je pense que c'est possible parce qu'on a mis les gens dans la peur. Et pour les mettre dans la peur, il fallait chiffrer la peur. Donc les statistiques ont été royales pour ça. Et ça, progressivement, on rentre dans le tout numérique. Et de même, dans une fourmilière ou une ruche d'abeilles, il y a des phéromones. Donc c'est une hormone qui est envoyée à l'extérieur. Et lorsqu'elle se fixe sur un récepteur comme une clé dans une serrure, celui qui reçoit l'hormone reçoit aussi l'ordre impératif d'exécuter un ordre. Et c'est un peu ça le fantasme. On voit bien d'ailleurs les conférences de Messi qui réunissaient les grands cybernéticiens de la Seconde Guerre mondiale avaient pour but de mettre la société en cybernétique. Et d'ailleurs, ça fait penser que du point de vue des gens qui ont adhéré ou qui n'ont pas adhéré, on a vu quand même adhérer au narratif qui est parfaitement virtuel.
beaucoup de gens instruits jusqu'à un certain niveau. Mais limite, c'était un handicap d'avoir été à l'école et ils sont rentrés dedans à fond les ballons puisqu'on leur a montré des chiffres, des graphiques et qu'ils y étaient hypersensibles. Donc ils ont été les plus grands, ceux qui créaient des masques à la maison, tout ça. Tout un tas de cadres supérieurs voilà, qui se sont lancés dans la protection de l'autre puisqu'on a donné des chiffres. Et inversement, des gens qui n'ont pas fait d'études, pas été à l'école, sont parfaitement insensibles à la question du chiffre, aux mathématiques en général, et ça ne leur parle pas du tout, ont gardé les deux pieds sur terre et ont juste fait confiance à leur expérience et ne sont pas du tout rentrés en mode « mais il ne se passe rien, laissez-moi tranquille, voilà, je ne veux pas participer à vos trucs ». Et donc voilà, vu l'instruction qu'on a dans nos pays occidentaux développés où dès très jeune on nous sensibilise à la prétendue science qui explique tout, on nous met dans la tête voilà, très tôt les chiffres, la sensibilité à tout ça. C'est du scientisme, c'est du scientisme. Et ça veut dire qu'on nous sensibilise quand même très jeune à être réceptif à la question du chiffre, à ce qu'on va pouvoir nous imposer et nous faire croire comme étant la réalité, alors qu'en effet c'est juste du chiffre construit de façon à servir un narratif. Voilà, alors nous on avait constaté avec ma femme, c'est que les hyper diplômés, bon, moi j'ai des copains qui sont normaliens, agrégés, enseignants, etc. Ils sont tombés dans le panneau, mais le manuel de base n'y est pas tombé. Et il y a un concept qui a été créé, c'est le nom qu'on appelle cyberlittératie. Ce sont des gens qui n'ont pas un parcours universitaires, mais qui vont faire leur culture à travers des ouvrages ou Internet et vont relier des disciplines qui n'ont pas normalement l'habitude d'être reliées. Parce qu'on a robotisé les intellectuels qui sont des ouvriers spécialisés de la pensée. Et donc, ils ont du mal à sortir de leur domaine. Ils se sentent incompétents. Mais l'autodidacte, lui, il n'a rien à prouver et il n'a rien à défendre. Donc, il va allègrement franchir les frontières disciplinaires. Ça me fait penser à une phrase de Georges Bernard-Shaw qui disait « À force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout. » Donc le spécialiste connaît tout sur un timbre-poste, mais sorti de ce timbre-poste, il est aussi ignorant que le commun des mortels.